Mes parents m'ont poursuivi en justice pour me voler mon domaine de 3 millions de dollars au bord du lac, affirmant sans sourciller que je le devais à ma sœur au chômage. Je me tenais dans la salle d'audience, j'ai regardé ma mère, essuyant de fausses larmes, et mon père, jouant au patriarche blessé, et j'ai simplement ri. Ils exigeaient que je leur cède tout ce que j'avais bâti à partir de rien, parce que la famille, c'est le partage. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que je tenais dans ma mallette. Laissez-moi vous raconter précisément comment ma famille toxique a tenté de me détruire, et comment, au lieu de cela, je les ai enterrés. Je m'appelle Silu. J'ai 32 ans et je travaille comme ingénieur en structure senior, spécialisé dans les projets commerciaux de grande envergure. L'air de mon salon était lourd de tension, avec une légère odeur du cèdre coûteux qui revêtait les plafonds voûtés de la maison que je venais d'acheter. C'était un immense domaine de 3 millions de dollars, situé juste au bord d'un lac immaculé, entouré de vieux pins. J'avais sacrifié 10 ans de ma vie pour cet endroit. 10 ans à faire des semaines de 80 heures, à sauter les vacances, à manger des repas bon marché, et à me pencher sur des plans jusqu'à en avoir les yeux qui saignent. Et pourtant, assis sur mon canapé en cuir sur mesure, buvant mon vin millésimé hors de prix, se trouvaient mes parents, Arlon et Béatrix. Juste à côté d'eux, il y avait ma sœur cadette, Mav. Elle avait 28 ans, était chroniquement au chômage, et tournait actuellement dans le salon avec son téléphone attaché à un anneau lumineux. Elle se présentait comme coach de vie et podcasteuse. En réalité, c'était une parasite professionnelle qui vivait entièrement au crochet des comptes en banque de mes parents. Elle filmait en ce moment la vue panoramique du lac pour ses maigres 300 abonnés, agissant comme si elle était déjà propriétaire des lieux. Arlon s'éclaircit la gorge. C'était son autoritaire spécifique qu'il faisait toujours juste avant de donner un ordre qu'il s'attendait à voir exécuté sans discussion. Il tapota son index contre le bord de ma table basse en verre. « Silas, tu es au travail toute la journée », commença-t-il, son ton dégoulinant d'un sentiment d'autorité injustifié. « Cette maison est bien trop grande pour un homme seul. Mav a besoin d'un espace calme et inspirant pour vraiment développer sa carrière de podcasteuse. Ta mère et moi pensons que tu devrais lui transférer l'acte de propriété, ou, à tout le moins, lui permettre de vivre ici à plein temps, pendant que tu occuperais la chambre d'amis lors de tes visites. » J'ai arrêté de respirer une seconde. L'audace pure et simple de ces paroles flottait dans l'air comme une odeur nauséabonde. J'ai regardé Béatrix, qui hochait la tête en signe d'approbation, son visage un masque impénétrable de quelqu'un à qui tout est dû. J'ai regardé Mav, qui avait arrêté de filmer et me souriait, s'attendant pleinement à ce que je lui remette simplement les clés de mon royaume. J'ai poussé un long et lourd soupir. L'épuisement dans mes os semblait plus lourd que les piliers de béton que je concevais pour les gratte-ciel. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 10 années consécutives pour acheter cette maison, dis-je, gardant ma voix dangereusement basse et stable. Personne ne me la prendra. Vous n'avez absolument aucun droit de même demander ça. Ma mère halta, serrant son collier de perles comme une mauvaise actrice de feuilleton. Mon père plissa les yeux, la mâchoire serrée. Il me regardait comme si je venais de commettre un crime impardonnable contre l'humanité. Ma poitrine s'est serrée, non pas sous l'effet d'une colère soudaine, mais d'une amertume profonde et familière. Je n'avais toujours été pour aucun distributeur de billets invisibles. Il me regardait avec un dégoût pur. Mais ce que j'ignorais, c'est que ma mère avait déjà caché une épaisse liasse de documents juridiques au fond de son sac à main de créateur. Si vous voulez comprendre le délire absolu qui se déroulait dans mon salon, vous devez revenir sur le musée de la douleur qu'a été mon enfance. En grandissant, j'ai vite appris que l'amour dans notre foyer était une ressource limitée, et que j'étais entièrement coupé de cet approvisionnement. Laissez-moi vous présenter la pièce à conviction A. J'avais 16 ans. J'avais passé 4 mois à construire méticuleusement une maquette de pont suspendu pour un concours de sciences à l'échelle de l'État. J'avais calculé la tension, collé chaque minuscule morceau de balsa, et veillé jusqu'à 3 heures du matin pour la perfectionner. J'ai remporté la première place. J'étais si fier que je pensais que mon cœur allait éclater. J'ai ramené l'énorme trophée et la maquette à la maison, m'attendant à un dîner, un câlin, n'importe quoi. Au lieu de ça, j'ai retrouvé mon pont jeté négligemment dans le garage humide. 2 des câbles principaux étaient cassés. Ma mère avait eu besoin de la table d'exposition du salon pour le nouveau projet artistique de Mav. Mav avait passé 20 minutes à étaler de la peinture au doigt bon marché sur une toile. Mes parents l'ont encadré. Mon pont est resté cassé dans le noir. La pièce à conviction B fut ma remise de diplôme universitaire.
J'avais maintenu une moyenne parfaite de 4.0 tout en cumulant 3 horribles jobs à temps partiel juste pour pouvoir payer mes manuels. Le jour de la cérémonie, je me tenais dans ma toge et mon mortier, balayant du regard l'immense auditorium bondé. J'ai regardé chaque visage dans les gradins. Vide. Les sièges que j'avais réservés pour ma famille étaient complètement vides. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient fait 3 heures de route dans la direction opposée pour emmener Mav à une retraite de méditation le temps d'un week-end, parce qu'elle se sentait, légèrement dépassée, par ses cours à l'université communautaire, cours qu'elle a finalement abandonnés. Quoi qu'il en soit, il y a ensuite la pièce à conviction C, la pilule la plus amère de toutes, les finances. Durant toute ma carrière universitaire, mon compte en banque a souvent flirté avec le zéro. J'ai survécu avec des nouilles ramen bon marché et des sandwichs au beurre de cacahuète. J'ai contracté d'énormes prêts étudiants qui m'empêchaient de dormir la nuit, terrifié par cette dette écrasante. Je n'ai jamais demandé un centime à mes parents car je connaissais la réponse. Pendant ce temps, Mav a échoué à son examen de conduite 4 fois parce qu'elle refusait de s'entraîner. Quand elle a finalement réussi à sa 5e tentative, Arlon et Béatrix lui ont acheté une voiture de sport rouge flambant neuve. Ils ont payé comptant. Si vous avez déjà été l'enfant invisible ou le bouc émissaire de votre famille, laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville depuis laquelle vous regardez. Vous savez exactement ce que l'on ressent. Cette sensation constante et épuisante que rien de ce que vous faites ne sera jamais assez bien. La réalité éreintante que vos accomplissements majeurs seront toujours éclipsés par le simple fait que l'enfant roi se réveille le matin. La vérité, c'est que les enfants invisibles finissent par cesser de chercher l'approbation. Nous apprenons à construire nos propres châteaux avec les briques qu'ils nous ont lancées. Et c'est précisément à ce moment que les vrais problèmes commencent, car les familles toxiques ne supportent pas de voir le bouc émissaire réussir sans elles. Je pensais que cette injustice n'était qu'un souvenir amer du passé. Je pensais que l'achat du domaine au bord du lac était mon évasion ultime, une barrière physique entre mon succès et leur dénigrement constant. Mais le cauchemar ne faisait que prendre une nouvelle forme terrifiante. J'ai réalisé jusqu'où ils étaient prêts à aller quand je suis rentré plus tôt du travail le lendemain et que j'ai trouvé un bout de papier froissé sur le coin du bureau de Mav. Je venais de terminer une autre semaine de travail brutal. Mon cerveau était grillé à force de calculer des capacités de charge et de me disputer avec des entrepreneurs têtus. Tout ce que je voulais, c'était m'asseoir sur ma terrasse, écouter l'eau frapper le quai et profiter du silence de mon sanctuaire à 3 millions de dollars. Au lieu de cela, en arrivant dans mon allée, j'ai vu 4 voitures inconnues garées sur mon béton fraîchement coulé. Une musique aux basses lourdes faisait vibrer les vitres de mes fenêtres avant. J'ai ouvert la porte d'entrée d'un coup sec et je suis entré dans un chaos absolu. Mav avait invité tout son cercle d'amis aspirants influenceurs au chômage. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas qui buvaient mes alcools chers, mangeaient ma nourriture, et marchaient sur mes tapis blancs sur mesure avec des chaussures boueuses. Mais la goutte d'eau fut le bruit de porcelaine se brisant. Je suis entré dans la salle à manger et j'ai vu mon vase en céramique antique, une pièce que j'avais achetée aux enchères en Italie, brisée en une douzaine de morceaux sur le parquet. Mav se tenait à côté, ricanant avec un type qui tenait un gobelet en plastique rouge. Dehors. Ma voix n'était pas un cri. C'était un grognement bas et terrifiant qui a transpercé la musique horrible. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mav a levé les yeux au ciel, croisant les bras comme une bambine capricieuse. Oh mon Dieu, Silu, détends-toi. Ce n'est qu'un vase. On crée du contenu. Tu es tellement égoïste. La famille est censée partager ses bénédictions. Je n'ai pas discuté. J'ai attrapé le type au gobelet rouge par le col de sa chemise et l'ai poussé vers la porte. Sortez de ma maison avant que j'appelle la police et que je vous fasse tous arrêter pour violation de propriété. Alors, ils se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière. En 3 minutes, la maison était vide, à l'exception de Mav et moi. Elle me hurlait dessus, le visage rouge d'une rage sincère, me traitant de monstre, de vendu sans cœur à une multinationale qui se souciait plus des choses que des gens. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. C'était Béatrix. J'ai répondu en haut-parleur. Silu, comment as-tu pu, geignait ma mère à travers le haut-parleur, sa voix épaisse de sanglots exagérés. Tu détruis la santé mentale de ta sœur. Elle voulait juste montrer son nouvel environnement à ses amis. Tu la traumatises profondément. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai juste montré la porte du doigt.
Mav a attrapé son sac de créateur, a tapé du pied, et a claqué la lourde porte en chêne si fort que les murs en ont tremblé. J'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer le désordre dégoûtant qu'ils avaient laissé. J'ai frotté les taches de vin sur le tapis. J'ai soigneusement balayé les éclats de mon magnifique vase italien, puis je suis allé dans la chambre d'amis que Mav s'était temporairement appropriée pour ramasser les ordures qu'elle avait laissées. C'est là que je l'ai vue. Posé juste sur la table de chevet se trouvait un formulaire de demande de prêt pour petite entreprise, froissé et partiellement rempli. J'ai aplati le papier, mes yeux parcourant le texte imprimé. Mon sang s'est glacé. Mav essayait d'obtenir un prêt massif pour sa société de production de podcasts. Et sur la ligne réservée à la garantie, elle avait écrit l'adresse exacte de mon domaine au bord du lac. Elle avait même essayé de s'entraîner à contrefaire ma signature dans les marges du papier. Sa cupidité n'était plus seulement agaçante. Elle était criminelle. Ils essayaient de me voler ma maison sous mon nez. J'ai sorti mon téléphone et composé le seul numéro qui comptait désormais. Gideon, mon avocat. Il était temps d'entrer en guerre. La déclaration de guerre n'est pas arrivée avec des cris ou une musique dramatique. Elle est arrivée discrètement un mardi matin, par courrier recommandé. J'étais assis à l'îlot de ma cuisine, buvant un café noir, quand le coursier m'a tendu la grosse enveloppe en papier craft. Je l'ai déchirée. Le jargon juridique était dense, mais le message était limpide. Arlon et Beatrix Sterling me poursuivaient officiellement en justice. La cause de l'action listée sur le document était l'enrichissement sans cause. Ils affirmaient que, parce qu'ils m'avaient fourni le soutien émotionnel et fondamental d'un foyer aimant durant mon enfance, ils avaient légalement droit à une participation de 50% dans la propriété de mon domaine au bord du lac. Ils arguaient que mon immense succès financier était le résultat direct de leur éducation et que, par conséquent, mes biens étaient des biens familiaux. J'ai lu le document 3 fois. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, une froideur étrange et profonde a envahi tout mon corps. Toute trace de culpabilité, toute petite voix au fond de ma tête qui disait « Peut-être que je devrais essayer de réparer ma famille » est morte sur le champ dans ma cuisine. J'ai immédiatement pris mon téléphone et appelé la meilleure société de sécurité privée de la ville. En 4 heures, une équipe de techniciens a envahi ma propriété. J'ai fait retirer toutes les serrures traditionnelles et les ai remplacées par des scanners d'empreintes digitales biométriques haut de gamme. Je leur ai fait installer un système d'alarme périmétrique et 6 caméras de vision nocturne à 360 degrés tout autour du domaine. Personne ne pouvait s'approcher à moins de 50 pieds de ma maison sans que je le sache. Juste au moment où les techniciens partaient, mon téléphone a vibré. C'était Arlon. J'ai répondu, en appuyant sur le bouton d'enregistrement de mon écran. « Silu » dit mon père. Sa voix était douce, condescendante, dégoulinante de ce faux charme d'entreprise qu'il utilisait pour manipuler ses employés. « Je vois que tu as reçu les papiers. Nous ne voulons pas en faire un grand spectacle public, mon fils. Tout ça peut disparaître discrètement. Signe simplement l'acte de propriété. Laisse Mav avoir la sécurité dont elle a désespérément besoin, et nous abandonnerons les poursuites aujourd'hui. Nous pourrons redevenir une famille heureuse. » J'ai regardé par la fenêtre locale mais sombre du lac. J'ai pris une profonde inspiration. « On se verra au tribunal, Arlon, dis-je, parfaitement calme. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. C'était la toute première fois en 32 ans de vie que je m'adressais à mon père par son prénom. Cela a brisé instantanément l'illusion de son autorité. « Espèce de petit ingrat arrogant », commença-t-il à crier, son masque tombant complètement. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Il pensait vraiment que j'allais m'effondrer sous le poids d'une menace légale. Il pensait que la peur d'un scandale public me ferait plier comme une table de cartes bon marché. Mais ils avaient oublié un détail crucial sur la personne à qui ils avaient affaire. Toute ma carrière d'ingénieur en structure est basée sur la recherche des points les plus faibles d'un système complexe et massif, et sur leur exploitation pour voir quelle pression il faut pour faire s'effondrer l'ensemble. Je savais exactement où se trouvaient les fissures dans leur fondation, et j'allais faire s'écrouler tout le bâtiment sur leur tête. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau élégant aux parois de verre de mon avocat, Gideon. La pièce sentait le cuir cher et le café frais. Gideon était un requin dans un costume sur mesure, un homme qui vivait pour détruire les poursuites judiciaires abusives. Il était assis en face de moi,
de l'autre côté de l'immense bureau en acajou, organisant la pile géante de dossiers que je venais de déposer devant lui. Je n'avais pas seulement apporté quelques relevés bancaires. J'avais apporté une véritable forteresse de preuves. Voyez-vous, quand vous grandissez en sachant que votre famille ne vous protégera jamais, vous apprenez à vous protéger vous-même très tôt. À partir de la semaine de mes 18 ans, j'avais tenu un registre méticuleux de chaque interaction financière que j'avais eue avec mes parents. J'avais sauvegardé chaque email refusant de m'aider à payer mes manuels. J'avais archivé chaque SMS où il me disait que je devais apprendre l'indépendance, tout en se vantant simultanément d'avoir acheté un nouvel ordinateur portable à Mav. Gideon a remonté ses lunettes sur l'arête de son nez, ses yeux parcourant les tableurs que j'avais compilés. Il a commencé à faire des calculs sur sa calculatrice, le cliquetis silencieux remplissant la pièce. Quand il a finalement levé les yeux, il avait un sourire acéré sur le visage. « Silu » dit-il doucement, se penchant en arrière dans son fauteuil. L'audace de leur plainte est presque belle dans sa stupidité. Regardons les données brutes. Il tapota son stylo plume sur mesure contre le dossier le plus épais. D'après les dossiers financiers, les déclarations de revenus et les relevés bancaires que nous avons obtenus par Subpena, vos parents ont directement financé Mav à hauteur de 250 000 $ au cours des 10 dernières années. Cela inclut le loyer de 5 appartements différents qu'elle a abandonnés, 3 entreprises ratées, 2 voitures, et de multiples vacances à l'étranger pour sa santé mentale. Il fit glisser un autre dossier, beaucoup plus fin, vers moi. Et voici le montant total du soutien financier qu'ils vous ont fourni, office qu'ils prétendent avoir bâti de A à Z, depuis que vous avez obtenu votre diplôme de fin d'études secondaires. Il ouvrit le dossier. Il était complètement vide. 0 $ et 0 centimes. Ils ont littéralement creusé leur propre tombe. Gideon rit, d'un rire sec et dur. Toute leur poursuite repose sur le concept qu'ils ont investi dans votre succès. Mais votre trace écrite prouve, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils vous ont malicieusement refusé leur soutien tout en finançant grassement le style de vie luxueux de votre sœur. Leur argument juridique n'est pas seulement faible. C'est un mensonge fabriqué. Nous n'allons pas seulement faire rejeter cette affaire, Silu. Nous allons lancer une contre-poursuite pour les frais de justice et demander des sanctions pour procédure abusive. J'ai hoché la tête, sentant le poids lourd sur ma poitrine commencer à se soulever. J'étais armé. J'avais l'arme ultime contre leur manipulation, la vérité indéniable, froide et dure des mathématiques. Mais alors que je retournais à ma maison impénétrable au bord du lac, mon téléphone se mit à vibrer follement sur le siège passager. Les notifications explosaient sur l'écran. Je me suis garé sur le bord de la route et j'ai déverrouillé l'appareil. Mon estomac s'est noué. J'avais l'avantage juridique, mais ma famille n'attendait pas le jugement d'un tribunal pour détruire ma vie. Les attaques par procuration avaient déjà commencé. Mav était en direct sur son podcast. Elle avait titré l'épisode « Survivre aux fratries toxiques et à l'abus financier ». J'ai regardé le clip qu'elle a posté sur tous ses réseaux sociaux. Elle était assise dans sa chambre, complètement démaquillée, l'air pâle et profondément affligée. Elle fixait directement la caméra, des larmes coulant sur son visage, jouant le rôle de la victime brisée à la perfection. Mon propre frère, un millionnaire, essaie de mettre nos parents âgés à la rue, sanglotait-elle dans le microphone coûteux que mes parents lui avaient acheté. Il utilise sa richesse massive pour nous écraser légalement, juste parce que je lui ai demandé un petit espace pour travailler sur mon article. L'argent change les gens. Il les transforme en monstres froids et sans âme. S'il vous plaît, envoyez de l'énergie positive à ma famille en cette période sombre. La section des commentaires était un immense incendie de haine dirigé contre moi. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais rencontré, me traitaient de psychopathe, de porc capitaliste avide, et de fils terrible. Mais les trolls d'Internet n'étaient pas le vrai problème. Le vrai dommage a commencé 1 heure plus tard. Mon téléphone a sonné et l'identifiant de l'appelant affichait le nom d'un de mes plus gros clients commerciaux, un promoteur qui prévoyait un projet d'hôtel de 50 millions de $ que je devais diriger. Silu, dit le promoteur, sa voix froide et distante. Je vois des vidéos très dérangeantes en ligne à votre sujet, essayant d'expulser votre famille. Nous valorisons le comportement éthique dans notre entreprise. Nous pourrions avoir besoin de suspendre nos négociations de contrat jusqu'à ce que ce cauchemar de relations publiques soit résolu. La pression m'a frappé comme un coup physique. Les murs se refermaient.
Arlon et Béatrix utilisaient la pathétique audience internet de Mav pour détruire ma réputation professionnelle avant même que nous mettions les pieds dans une salle d'audience. Ils voulaient m'affamer pour me forcer à céder ma maison juste pour sauver ma carrière. J'étais assis à l'îlot de ma cuisine, me massant les tempes, essayant de trouver un moyen d'arrêter l'hémorragie, quand mon téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Tante Astrid, la sœur aînée de ma mère. J'ai répondu, m'attendant à un autre parent hurlant de me dire d'abandonner la maison. « Allô » dis-je, la voix épuisée. « Silu » dit Astrid doucement. Sa voix était calme, totalement dépourvue de l'hystérie frénétique de ma mère. « J'ai vu la vidéo ridicule que ta sœur a postée. Je sais exactement ce que Béatrix est en train de faire. Elle fait ce genre de coup manipulateur depuis que nous sommes enfants. » Je me suis redressé. « Tu me crois ? » « Je connais la vérité, » répondit-elle fermement. « Et j'ai quelque chose qui t'aidera à les enterrer. Je te transfère un fil de discussion par email à l'instant. Béatrix me les a envoyés il y a des mois, quand tu as acheté la maison. » Mon ordinateur a sonné. J'ai ouvert l'email d'Astrid. C'était une longue chaîne de messages entre ma mère et ma tante. J'ai commencé à lire et mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Dans les emails, Béatrix se vantait explicitement de son plan. Elle écrivait en toutes lettres qu'elle savait que je ne donnerais jamais volontairement la maison à Mav. Alors, elle et Arlon prévoyaient d'utiliser une poursuite abusive pour drainer mes économies et me forcer à trouver un accord. Elle qualifiait même ma carrière d'ingénieur de « quête ennuyeuse et sans âme » et disait que mon argent serait mieux utilisé pour financer le « véritable génie artistique » de Mav. C'était la preuve irréfutable. C'était la preuve écrite de leur intention malveillante. « Merci, Astrid » murmurai-je, fixant l'écran lumineux. « Réduis-les en cendres, Silu » répondit-elle, avant de raccrocher. Si vous appréciez cette histoire de lutte contre une famille toxique, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous en me disant le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, passons à la salle d'audience. La séance de médiation obligatoire était prévue 2 semaines avant la date réelle du procès. C'était un obstacle juridique requis que nous devions franchir. Une tentative de la dernière chance du système judiciaire pour empêcher les familles de se détruire en public. J'ai conduit jusqu'au centre juridique du centre-ville dans ma voiture, ne ressentant rien d'autre qu'une détermination froide et lourde. Je suis entré dans la salle de conférence stérile à l'éclairage fluorescent et je les ai vus assis là. Arlon, Béatrix, et leur avocat au rabais. Mav, bien sûr, n'avait pas daigné se présenter. Elle était probablement occupée à enregistrer un autre épisode de podcast sur son traumatisme imaginaire. Arlon et Béatrix donnaient un cours magistral de manipulation. Ma mère avait spécifiquement porté un cardigan simple et quelque peu délavé au lieu de ses vêtements de créateur habituels. Son maquillage coûteux était intentionnellement étalé sur les bords pour donner l'impression qu'elle avait pleuré toute la matinée. Mon père était assis les épaules affaissées, jouant le rôle du patriarche épuisé au cœur brisé qui voulait juste guérir sa famille brisée. Leur avocat, un homme en sueur dans un costume bon marché qui sentait fort la cigarette froide et l'eau de Cologne bas de gamme, s'éclaircit la gorge et fit glisser une seule feuille de papier sur la table en bois poli. « Nous sommes ici dans un esprit de compromis absolu et d'unité familiale, » dit l'avocat, d'une voix bien trop forte pour la petite pièce. Mes clients ne veulent pas traîner leur propre fils dans la boue. Ils sont prêts à faire une concession très généreuse aujourd'hui. Si Silas accepte simplement d'ajouter Mav à l'acte de propriété du domaine du lac en tant que copropriétaire à 50% et lui permet de résider sur la propriété, monsieur et madame Sterling abandonneront entièrement la poursuite. Ils renonceront même à leur droit de demander des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. J'ai fixé le morceau de papier. Puis j'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de ma mère. Elle a réussi à faire couler 2 larmes de crocodile parfaites le long de ses joues poudrées. « Silu, s'il te plaît » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une fragilité étudiée. « Je veux juste que ma famille soit réunie. Je ne peux pas dormir la nuit en sachant que mes enfants se battent comme ça. Partage simplement tes bénédictions avec ta sœur et nous pourrons tous revenir à ce que c'était avant. » Je n'ai pas scié. Je n'ai pas bougé un seul muscle de mon visage. J'ai maintenu un silence absolu et terrifiant.
Je l'ai regardé avec le même détachement émotionnel que j'utiliserais pour inspecter une fondation en béton fissuré. Je voulais qu'elle ressente le vide absolu là où mon amour pour elle résidait autrefois. Gideon, assis parfaitement droit à côté de moi, laissa le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne péniblement gênant pour l'autre partie. Puis il a souri. C'était un sourire terrifiant de requin. Il a plongé la main dans sa mallette en cuir et en a sorti un seul dossier fin. Il ne l'a pas ouvert. Il a juste posé sa main à plat dessus. Nous apprécions votre offre incroyablement généreuse de voler la propriété de 3 millions de dollars de mon client sans combat, dit Gideon suavement, sa voix dégoulinant d'un sarcasme venimeux. Cependant, nous la déclinons poliment. Mon client ne cédera pas un seul centimètre de son domaine, et il ne vous paiera pas un seul centime. De plus, nous vous recommandons vivement de reconsidérer l'idée d'aller en procès. Si vous le faites, nous présenterons des preuves qui démontrent une intention malveillante, y compris une correspondance écrite planifiant cette tentative d'extorsion exacte. L'avocat principal déglutit difficilement, ses yeux se dirigeant vers le dossier sous la main de Gideon. La fausse posture triste de Harlon a instantanément disparu, remplacée par une panique rigide. Béatrix a cessé de pleurer au milieu d'une larme. La médiation avait échoué, exactement comme je l'avais prévu. Je voulais qu'ils affrontent l'humiliation publique absolue d'une salle d'audience. J'ai boutonné ma veste de costume grise sur mesure, je me suis levé sans dire un seul mot à mes parents, et je suis sorti. La vraie fête allait commencer. Le matin du procès était différent de tous les autres jours de ma vie. L'air était vif et le ciel d'un bleu brillant et sans nuages. J'ai conduit jusqu'au palais de justice du comté avec un incroyable sentiment de clarté. Je portais mon meilleur costume sur mesure gris foncé, une chemise blanche impeccable, et une cravate bleue discrète. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, un professionnel indépendant très prospère qui avait bâti un empire de ses propres mains. À l'intérieur, la salle d'audience était un espace grandiose et intimidant, lambrissé de chêne foncé. J'ai pris place à côté de Gideon à la table de la défense. De l'autre côté de l'allée, le cirque de la famille Sterling battait déjà son plein. Harlon portait un vieux costume mal ajusté que je savais pertinemment qu'il n'avait pas porté depuis 15 ans, essayant clairement de paraître en difficulté financière. Béatrix serrait un mouchoir en dentelle, tamponnant ses yeux secs chaque fois que quelqu'un passait devant leur table. Et puis il y avait Mav. Elle avait choisi de porter une robe noire sobre, essayant d'avoir l'air respectable, mais elle a complètement ruiné l'illusion en tenant son téléphone sous la table, faisant défiler frénétiquement ses flux de médias sociaux et vérifiant ses notifications pendant que ses parents se battaient pour son avenir financier. La lourde porte en bois derrière le banc du juge s'est ouverte et l'huissier a annoncé l'arrivée de la juge Vada. C'était une femme à l'air sévère, dans la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés coupants et des yeux qui semblaient pouvoir trancher l'acier massif. Elle avait une réputation légendaire dans le comté pour n'avoir absolument aucune tolérance pour les litiges abusifs et le théâtre en salle d'audience. Elle s'est assise, a ajusté ses lunettes de lecture, et a examiné le dossier avec un froncement de sourcils profond et visible. Conseil du demandeur. Vous pouvez présenter votre déclaration liminaire, dit la juge Vada, son ton déjà empreint d'impatience. L'avocat principal s'est levé, transpirant nerveusement sous les lumières vives de la salle d'audience. Il s'est lancé dans un discours théâtral et décousu sur les liens sacrés de la famille. Il a parlé de l'obligation morale d'un enfant qui a réussi à redonner aux parents qui ont tout sacrifié pour l'élever. Il a brossé un tableau de moi comme d'une machine d'entreprise froide et calculatrice qui avait abandonné sa sœur en difficulté et artistiquement douée. C'était un récit dégoûtant et manipulateur, entièrement conçu pour jouer sur les émotions, car il n'avait absolument aucun fait sur lequel s'appuyer. Il parlait depuis à peine 5 minutes lorsque la juge Vada a pris son marteau en bois et l'a frappé sèchement contre le socle. Le craquement sec a résonné dans la salle silencieuse. « Maître, permettez-moi de vous arrêter là », interrompit la juge Vada, regardant par-dessus le bord de ses lunettes. Ceci est une cour de justice, pas un talk-show de télévision. Vos clients poursuivent pour enrichissement sans cause et réclament une participation de 50% dans une propriété immobilière de 3 millions de dollars. Avez-vous des registres financiers tangibles et concrets montrant que vos clients ont contribué à l'achat de ce domaine? Avez-vous des relevés bancaires, des accords de cosignature d'hypothèque, quoi que ce soit? L'avocat balbutia, s'essuyant le front avec le dos de sa main. Eh bien, votre honneur, nous soutenons que le soutien émotionnel fondamental fourni pendant son enfance équivaut à une participation implicite.
La juge Vada laissa échapper un long et lourd soupir qui communiquait clairement son mépris total. Gardez la poésie pour les plaidoiries finales, maître. Appelez votre premier témoin. Voyons si vous avez des preuves réelles pour me faire perdre mon temps aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Le regard suffisant et confiant avec lequel il était entré commençait à fondre. Gideon se pencha vers moi et murmura, « Il est temps de porter le coup de grâce. » Arlon Sterling a été appelé à la barre des témoins. Il a monté les marches en bois, essayant de projeter l'image d'un père fort et blessé, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prêtait serment. Son propre avocat lui a posé une série de questions douces et suggestives, permettant à Arlon de monologuer sur la façon dont il avait fourni un foyer aimant et stable qui m'avait permis de me concentrer sur mes études et de devenir un ingénieur en structure à succès. Il a parlé magnifiquement des valeurs familiales. Puis ce fut au tour de Gideon pour le contre-interrogatoire. Gideon se leva lentement, boutonnant sa veste de costume. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait les 100 pas. Il a simplement marché jusqu'au pupitre, a ouvert son épais dossier, et a regardé mon père avec la précision d'un chirurgien tenant un scalpel. Monsieur Sterling, vous venez de témoigner sous serment que vous avez soutenu financièrement et émotionnellement votre fils, Silas, pendant ses années universitaires. C'est exact, demanda Gideon, sa voix douce et conversationnelle. Oui, absolument. Nous avons fourni les fondations de son succès, répondit Arlon, bombant le torse. Gideon a sorti une pile de papiers. Je tiens dans ma main les dossiers officiels des comptes de prêts étudiants de Silas Sterling. Selon ces documents, Silas a obtenu son diplôme avec 75 000 $ de dette étudiante paralysante. Pouvez-vous indiquer un seul virement bancaire, un seul chèque écrit, ou un seul dépôt en espèces effectué par vous ou votre femme pour l'aider à payer ses frais de scolarité, ses manuels, ou son logement pendant ses 4 années d'université? Arlon se tortilla mal à l'aise sur sa chaise en bois. Son visage commença à prendre une teinte rouge inégale. Nous pensions qu'il était extrêmement important pour Silas d'apprendre la valeur de l'argent. Nous lui enseignions l'indépendance financière. Je vois. Gideon sourit vivement. L'indépendance financière. C'est une merveilleuse philosophie parentale. Parlons de votre autre enfant, Mav. Gideon sortit un énorme classeur lourd et le claqua sur le pupitre. Le son fit sursauter Béatrix sur son siège. Nous avons obtenu vos relevés bancaires par subpénat, monsieur Sterling. Selon ces documents, au cours de la même période de 10 ans où vous avez donné 0 $ à Silas pour lui apprendre l'indépendance, vous avez transféré un total de 250 000 $ directement sur les comptes de Mav. Cela inclut des paiements de loyer, 2 véhicules distincts, et du capital pour 3 entreprises ratées. Mav n'avait-elle pas besoin d'apprendre la valeur de l'argent? Objection. Non pertinent, cria l'avocat principal, se levant d'un bond. Rejeté, lança instantanément la juge Vada, se penchant en avant sur sa chaise, les yeux fixés sur Arlon. Le demandeur a ouvert la porte aux contributions financières. Vous pouvez répondre à la question, monsieur Sterling. Arlon transpirait abondamment maintenant. Mav a une disposition plus fragile. Elle avait besoin de plus d'aide pour trouver sa voie. C'est complètement différent. Gideon n'avait pas fini. Il se tourna vers la juge. Votre honneur, le demandeur prétend qu'il veut simplement ce qui est juste pour sa fille. Je voudrais soumettre la pièce à conviction des de la défense. C'est une demande de prêt remplie par Mav Sterling il y a à peine 3 semaines. Sur ce document, elle a tenté d'utiliser le domaine de 3 millions de $ de mon client comme garantie pour un prêt commercial massif, essayant de contrefaire sa signature dans les marges. Toute la salle d'audience haleta. Même l'huissier haussa les sourcils. La juge Vada arracha le document des mains du greffier, ses yeux balayant la signature contrefaite. Et enfin, votre honneur, dit Gideon, élevant légèrement la voix pour percer les murmures dans la galerie. Pour répondre à l'affirmation selon laquelle la richesse de mon client est destinée à soutenir sa famille, je soumets la pièce à conviction E. Des emails envoyés par Béatrix Sterling à sa sœur Astrid, déclarant explicitement leur intention d'intenter ce procès non pour son bien fondé juridique, mais pour drainer les économies de mon client et le forcer à céder sa propriété pour financer le style de vie de Mav. Je regardais de l'autre côté de la pièce. L'épaisse couche de maquillage sur le visage de ma mère sembla se fissurer alors que sa mâchoire tombait d'horreur absolue. Elle réalisait que sa propre sœur m'avait donné l'arme du crime. Mav avait finalement lâché son téléphone, les yeux écarquillés de pure panique.
La fondation arrogante et toxique de la famille Sterling venait d'être complètement pulvérisée. Il y eut un silence suffocant dans la salle d'audience quand Gideon s'est finalement assis. Arlon a pratiquement trébuché en descendant de la barre des témoins, le visage pâle et complètement vidé de son autorité arrogante habituelle. Leur avocat n'a même pas tenté d'appeler Béatrix ou Mav à la barre. Il savait que l'affaire était un naufrage en flammes, et mettre l'une de ses femmes sous serment avec Gideon attendant de les contre-interroger aurait abouti à des accusations de parjure. Habituellement, un juge prend une suspension de séance pour examiner les preuves dans son bureau avant de rendre un verdict. La juge Vada n'a même pas quitté son siège. Elle a empilé les documents soigneusement sur son bureau, a enlevé ses lunettes de lecture, et a regardé ma famille avec une expression de dégoût pur et sans mélange. Je siège sur ce banc depuis 22 ans, commença la juge Vada, sa voix résonnant fort contre les murs en bois. Et j'ai rarement vu un abus aussi flagrant et éhonté du système judiciaire. Monsieur et Madame Sterling, vous êtes venus dans cette salle d'audience pour tenter d'utiliser la loi comme une arme pour extorquer votre propre fils. Vous n'avez fourni absolument aucune preuve de contribution financière à la propriété en question. Au lieu de cela, la défense a prouvé de manière écrasante que vous avez systématiquement refusé votre soutien aux défendeurs tout en finançant agressivement le style de vie de votre fille adulte. Béatrix laissa échapper un gémissement fort et pathétique, mais la juge Vada l'ignora entièrement. La loi n'existe pas pour faire respecter vos dynamiques familiales toxiques, continua la juge, sa voix montant en volume et en autorité. La loi n'exige pas d'un enfant qui a réussi qu'il compense les échecs parentaux et le favoritisme flagrant qui lui ont été infligés. La plainte du demandeur pour enrichissement sans cause est entièrement abusive, sans fondement, et franchement insultante pour cette cour. Je sentis un poids massif et invisible se soulever de mes épaules. Le souffle que j'avais retenu pendant 10 ans quitta enfin mes poumons. Par conséquent, la cour se prononce entièrement en faveur du défendeur, Silas Sterling. Le cas du demandeur est rejeté avec préjudice, ce qui signifie que vous ne pourrez plus jamais ramener ces ordures dans ma salle d'audience. La juge Vada prit son stylo et commença à écrire avec ferveur sur l'ordonnance. De plus, parce que cette poursuite a été intentée avec une intention malveillante claire de harceler et d'extorquer, j'accorde la contre-poursuite du défendeur. Les demandeurs sont par la présente condamnés à payer 100% des frais de justice du défendeur. Arlon agrippa le bord de la table du demandeur si fort que ses jointures devinrent complètement blanches. Mais la juge Vada n'avait pas fini. En plus des frais de justice, je sanctionne les demandeurs Arlon et Béatrix Sterling d'une amende de $10 000 pour avoir fait perdre son temps à la cour avec un litige abusif. Ce montant est payable directement au défendeur dans les 30 jours. Si vous ne payez pas, j'autoriserai la saisie de vos comptes bancaires et de vos fonds de retraite. La séance est levée. Elle abattit le lourd marteau en bois avec un craquement assourdissant. C'était fini. Nous avions gagné. C'était une victoire complète, dévastatrice et absolue. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, et j'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Arlon fixait le mur d'un air absent, complètement paralysé par la ruine financière qu'il venait de s'infliger. Béatrix sanglotait hystériquement dans ses mains. Mais il n'y avait pas de caméra ici, plus de public à manipuler. Et Mav. Mav me fixait avec un regard de haine pure et non filtré, réalisant que son distributeur de billets personnels était définitivement fermé. Je n'ai pas jubilé. Je ne leur ai pas adressé un seul mot. J'ai simplement pris ma mallette, serré la main de Gideon, et suis sorti de la salle d'audience. Mais en poussant les lourdes portes en bois et en sortant sous le soleil éclatant, je savais que les conséquences de leur cupidité ne s'arrêteraient pas aux marches du palais de justice. Le véritable effondrement ne faisait que commencer. Les suites du procès furent rapides, brutales, et entièrement publiques. On ne peut pas intenter une poursuite frauduleuse massive contre un ingénieur en structure de premier plan dans une ville de taille moyenne sans que les médias locaux n'en aient vent. Le week-end suivant le verdict, le plus grand journal économique de la ville a publié un long article détaillant le procès abusif. Le journaliste avait eu accès aux transcriptions publiques du tribunal, et tout était mis à nu, le favoritisme financier massif, la demande de prêts falsifiés, les emails malveillants. La réputation professionnelle de Arlon s'est évaporée du jour au lendemain. Il était consultant senior pour plusieurs grandes entreprises de logistique de la ville. Dans les 48 heures suivant la publication de l'article, 3 de ses plus gros partenaires commerciaux ont résilié ses contrats. Personne ne voulait faire affaire avec un homme qui avait été publiquement sanctionné pour avoir tenté de voler légalement sa propre chair et son propre sang. Béatrix a subi une autre forme de ruine.
Toute sa vie tournait autour de son statut dans un country club d'élite et aisé. Les femmes de son cercle ont lu l'article. Soudain, Béatrix s'est retrouvée non invitée au gala de charité, retirée des comités, et complètement évitée lors des déjeuners hebdomadaires. Elle avait passé des décennies à construire une façade de mère parfaite et aimante, et les transcriptions du tribunal l'ont brisée en 1 million de morceaux irréparables. Mais Mav, l'enfant roi, a le plus mal encaissé la perte. Sa réalité fragile et pleine de droits a été complètement brisée. Avec Arlon perdant ses contrats de consultant et devant payer mes frais de justice massifs, plus la sanction de 10 000 $, la banque de papa et maman était officiellement fermée. Le financement du podcast de Mav s'est tari. Son loyer n'a pas été payé. 2 semaines après le procès, mon alarme de sécurité périmétrique s'est déclenchée à 2 heures du matin. Je me suis réveillé, j'ai attrapé mon téléphone, et j'ai affiché les flux des caméras de sécurité. Il y avait Mav, debout devant le lourd portail en fer de mon domaine. Elle hurlait dans l'interphone, secouant violemment les barreaux métalliques, exigeant que je la laisse entrer. Elle avait l'air complètement déséquilibrée. Elle a crié qu'elle avait été expulsée de son appartement de luxe et que je lui devais un endroit où rester parce que j'avais ruiné la vie de nos parents. Je ne suis pas sorti. Je n'ai même pas allumé les lumières extérieures. J'ai simplement appuyé sur un bouton de mon téléphone et me suis connecté directement à la répartition de la police locale. J'ai signalé une personne en violation de propriété tentant de pénétrer sur mon terrain. Comme nous avions gagné le procès de manière si décisive, Gideon avait facilement obtenu une ordonnance restrictive permanente contre 3. Mav était en train de violer une ordonnance directe du tribunal. Je me tenais sur le balcon de mon 2e étage, caché dans l'ombre, tenant une tasse de café noir chaud. J'ai regardé en silence absolu 2 voitures de police dévaler mon allée privée, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant violemment contre les arbres sombres. Les officiers ont sauté dehors, aboyant des ordres. Mav a essayé de leur crier dessus, essayant de jouer la victime, mais les officiers n'ont pas cru à sa performance. J'ai regardé pendant qu'ils mettaient les menottes à l'enfant roi. Elle se débattait et pleurait, criant mon nom en direction de la maison sombre, me suppliant de sortir et de la sauver. J'ai pris une longue gorgée de mon café alors qu'il la poussait à l'arrière de la voiture de police et s'éloignait dans la nuit. Elle allait passer les 5 jours suivants dans la prison du comté pour violation de propriété et violation de l'ordonnance de protection. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai regardé les feux arrière disparaître sur la route. Et pour la première fois en 32 ans de vie, l'air dans mes poumons semblait complètement pur. L'infection toxique qui avait tourmenté toute mon existence était enfin, et de façon permanente, excisée. 6 mois plus tard, j'ai fêté mon 33e anniversaire. J'ai organisé une grande fête au domaine du lac. La maison brillait de lumière chaude, et l'immense terrasse arrière surplombant l'eau était remplie de gens, mais il n'y avait pas une seule personne là-bas qui partageait mon ADN, à l'exception de tante Astrid, qui était assise près du foyer extérieur, riant et sirotant un verre de vin rouge coûteux. Les invités étaient mes collègues, mes mentors, les promoteurs qui respectaient mon travail, et des amis qui avaient prouvé leur loyauté au fil des ans. Gideon était là, appuyé contre la balustrade du balcon, tenant une bière artisanale. Il a levé sa bouteille vers moi de l'autre côté de la terrasse, offrant un toast silencieux à l'incroyable paix pour laquelle nous nous étions si durement battus. La maison ressemblait enfin à un foyer. Ce n'était plus seulement une forteresse que je devais défendre. C'était un sanctuaire. Les 3 millions de dollars que j'avais dépensés pour ce domaine n'étaient rien comparé à la valeur inestimable de la paix que je ressentais chaque fois que je franchissais la porte d'entrée. J'avais remboursé une part massive de mon hypothèque avec les bonus de mes derniers projets d'ingénierie. Ma carrière était en plein essor car je n'avais plus l'encre lourde et suffocante de ma famille qui plombait ma santé mentale. Arlon, Béatrix et Mav étaient complètement bloqués de ma vie. Les frontières légales étaient à toute épreuve. J'ai entendu dire par des oui-dire que Mav travaillait actuellement dans un commerce de détail au salaire minimum, forcé de pointer et de faire face à la réalité pour la première fois de sa vie. Mes parents ont dû déménager dans une maison plus petite pour payer leurs dettes croissantes. Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, et j'ai gardé exactement ce que j'ai construit. Je me tenais au bord de mon quai privé, écoutant le doux clapotis de l'eau du lac contre les pilotis en bois. J'ai levé les yeux vers les étoiles, réfléchissant au long et brutal voyage qu'il a fallu pour en arriver là. La société nous dit que la famille, c'est tout. Ils nous disent que les liens du sang sont plus forts que tout et que vous devez pardonner aux personnes qui partagent votre génétique,
peu importe à quel point elle vous traite mal. Mais j'ai appris à la dure que l'ADN ne crée pas une famille. Le respect, l'amour et le soutien mutuel créent une famille. Si les personnes qui vous ont donné la vie ne vous voient que comme un outil à utiliser, un distributeur de billets à vider, ou un bouc émissaire pour porter leurs échecs, vous ne leur devez absolument rien. Parfois, l'acte le plus profond d'amour-propre est de s'éloigner des personnes qui sont censées vous aimer le plus, et de verrouiller la porte derrière vous. Voilà donc mon histoire. J'ai exclu mes parents toxiques et ma sœur pleine de droits de ma vie et j'ai regardé leur empire de manipulation s'effondrer. Mais je veux savoir ce que vous en pensez. Ai-je été trop dur en laissant ma propre sœur se faire emmener à l'arrière d'une voiture de police? Ou était-ce exactement le retour à la réalité dont elle avait besoin après une vie entière à être surprotégée par nos parents? Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour protéger votre propre paix? Si mon histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres expériences. Chaque interaction aide cette chaîne à grandir et aide ces histoires à atteindre des personnes qui pourraient traverser le même cauchemar. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, la meilleure vengeance est toujours de construire une vie magnifique à laquelle ils ne pourront jamais participer.